Bonsoir, bienvenue à tous. Tout de suite les titres de ce lundi. L'état d'urgence en Égypte au lendemain des 2 attentats à la bombe qui ont coûté la vie à plusieurs dizaines de Coptes. Des attaques revendiquées par le groupe État islamique. Regain de violence également au Yémen. Ces dernières 24 heures, plus de 40 personnes ont été tuées dans des combats. Un conflit qui dure depuis plus de 2 ans. Et puis, à moins de 2 semaines maintenant du premier tour de la présidentielle en France, nous nous intéresserons aux attentes des jeunes électeurs avec ce soir le portrait d'un étudiant de Bobigny en région parisienne. À 3 semaines de la visite du pape en Égypte, les chrétiens du pays rendaient hommage aujourd'hui à leurs coreligionnaires tués hier au premier jour de la Semaine Sainte. Le président Al-Sisi a déclaré l'état d'urgence pour 3 mois. David Arnold. Cérémonie funéraire ce matin au monastère Saint-Mina. La communauté chrétienne pleure ses morts à Alexandrie où 17 Coptes ont été assassinés par un kamikaze hier après-midi. Quelques heures avant, c'est l'église Saint-Georges dans la ville de Tanta qui était touchée. 27 fidèles ont péri en pleine célébration des rameaux. 2 attentats le même jour, les chrétiens d'Égypte sont en colère contre les autorités accusées de ne pas protéger suffisamment les Coptes. Le ministre de l'Intérieur et les chefs de la sécurité de Tanta et d'Alexandrie devraient être renvoyés. Tous ceux qui n'étaient pas prêts pour un jour comme ça devraient être renvoyés. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? Le terrorisme, toujours le terrorisme. Jusqu'à quand on va subir ça ? Les autorités doivent réagir. Il faut qu'il y ait des procès, très vite. Des questions que se posent de nombreux chrétiens d'Égypte. Les 2 attaques ont été revendiquées par le groupe État islamique qui cible régulièrement la communauté copte. Face à ces interrogations, le président Al-Sisi, de retour des États-Unis où il s'est présenté comme le rempart le plus fiable contre les djihadistes, a tenu un discours ferme, plus sécuritaire que lors des derniers attentats. Il y a une série de procédures qui vont être prises. En premier lieu, l'état d'urgence pendant 3 mois dans tout le pays. Jusqu'à présent, l'état d'urgence n'était en vigueur que dans le Sinaï, où sont implantés les terroristes de l'État islamique. Les attentats de décembre et d'avril semblent montrer une présence croissante de cellules djihadistes en dehors de la péninsule désertique. 3 semaines avant la venue du pape François, le Caire ne veut prendre aucun risque. L'état d'urgence va élargir considérablement les pouvoirs de la police en matière de surveillance et d'arrestation notamment. Et alors que l'Égypte pense ses plaies au lendemain de cet attentat, la Suède, elle aussi, pleure ses morts. Une minute de silence était observée pour les victimes de l'attaque terroriste au camion bélier qui a fait 4 morts vendredi à Stockholm. Dans la capitale, plusieurs centaines de personnes étaient réunies à proximité du lieu du drame. Une cérémonie solennelle s'est tenue simultanément dans le parc de l'hôtel de ville de Stockholm, en présence notamment de membres de la famille royale, du gouvernement et de la maire de la capitale. Les larmes et le recueillement également. Au Yémen, 3 civils ont été tués aujourd'hui dans l'explosion d'une bombe à Dalet, au sud du pays. Des attaques quasi quotidiennes depuis 2 ans. C'est ce que vivent les Yéménites. Un conflit qui perdure dans l'ombre de la guerre en Syrie. La population est menacée de famine et les ONG dénoncent une situation humanitaire catastrophique. État des lieux avec Alexandra Yéniqueux. Les conditions de vie sont dramatiques au Yémen. C'est le constat de l'ONG CARE, selon laquelle beaucoup d'enfants auraient à peine de quoi manger ou boire. En cause notamment les différentes parties en conflit qui bloqueraient l'acheminement d'une aide dont les Yéménites ont pourtant grand besoin. Les 2 tiers de la population dépendent totalement de l'aide humanitaire. Des millions de personnes souffrent déjà de malnutrition aiguë. 500 000 enfants seraient gravement sous-alimentés. Ça signifie que si l'aide humanitaire n'est pas renforcée, si l'accès aux populations vulnérables n'est pas garanti, alors le Yémen connaîtra une situation de famine dans les mois à venir. Depuis 2 ans, le Yémen est bombardé sans relâche par l'Arabie saoudite et ses alliés. Objectif, soutenir le président Hadi, reconnu par la communauté internationale. Le problème, c'est que ces raids aériens touchent souvent les civils. En face de cette coalition arabe, les rebelles houthis et les partisans de l'ex-président Saleh, qui contrôlent la capitale Sanaa et le nord-ouest du pays. C'est une véritable guerre par procuration, un conflit dans lequel les intérêts des Yéménites ne jouent aucun rôle. La situation est comparable à celle de la Syrie et l'Irak. L'enjeu, ce n'est pas la religion, mais la suprématie régionale. Et les véritables belligérants sont l'Arabie saoudite et l'Iran. Mais les victimes, elles, sont bien yéménites. Plus de 40 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures. En 2 ans, le conflit a fait 7 700 morts et la destruction des infrastructures complique l'aide aux civils.
Les voies de transport et les ports ne devraient pas être impliqués dans les conflits armés, car ils permettent d'acheminer la nourriture dans le pays et d'assurer ainsi la survie de la population. Mais aujourd'hui, le Yémen est à genoux et la fin du conflit n'est toujours pas en vue. En France, alors que le conflit social s'enlise depuis près de 3 semaines en Guyane, François Hollande se dit prêt à recevoir à Paris les parlementaires guyanais pour mettre fin à la paralysie dans la région. La journée de blocage total prévue aujourd'hui par les manifestants s'est transformée en blocage partiel suite aux critiques de la population. Je rappelle que les contestataires réclament qu'une enveloppe de 2,1 milliards d'euros soit immédiatement attribuée à la Guyane. Pour l'instant, vous le savez, seule une aide d'1 milliard d'euros a été votée en Conseil des ministres. Pendant ce temps, la campagne présidentielle est officiellement lancée. Focus sur celui qui apparaît depuis aujourd'hui dans les sondages comme le 3e homme de cette élection, Jean-Luc Mélenchon. Si la prudence reste de rigueur en la matière, force est de constater que le candidat eurosceptique de la France insoumise ne cesse d'étendre son électorat ces dernières semaines. Un élan inédit pour un candidat moins virulent qu'en 2012. Son portrait est signé Damien Vaner. Marseille à ses pieds, dos à la Méditerranée, Jean-Luc Mélenchon se sent pousser des ailes, prêt à décoller au moindre coup de Mistral, gagnant. À 2 semaines du premier tour, le candidat de la France insoumise est aujourd'hui le 3e homme de cette présidentielle, et plus si affinité. Le voici! Le verbe haut, le vibrato teinté de lyrisme entre De Gaulle et Fidel Castro qu'il admire, et toujours ses flèches décochées à ses cibles préférées. Regardez-les, les nantis, les puissants, les importants. Vous faire la leçon. Dans le fond, le Mélenchon de 2017 n'est pas très éloigné de celui de 2012. Fer de lance de son programme, la sortie des traités européens et de l'OTAN et l'instauration d'une 6e République. Bref, il prône toujours ni plus ni moins que la révolution. Ceci est une manifestation politique, une insurrection citoyenne contre la monarchie présidentielle. Sa politique sociale est-elle, comme il y a 5 ans, radicalement ancrée à gauche? Objectif, instaurer les 32 heures de travail hebdomadaire, avancer l'âge de la retraite à 60 ans, augmenter le SMIC à plus de 1 300 € net et prélever 100% d'impôts au-delà des 400 000 € de revenus annuels. Ce qui compte, c'est le droit des travailleurs à bénéficier d'une partie de la richesse qu'ils produisent. Si JLM a changé, c'est sur la forme. Fini l'agressivité systématique. Celui qui disait incarner la fureur et le fracas s'autorise désormais des selfies ou des émissions People. Exit aussi les insultes contre Angela Merkel, à qui il avait adressé, entre autres, ce ferme-là cinglant en 2014. Le râleur invétéré a mis de l'eau dans son vin et même quelques cuillères de miel. Je suis le candidat de la paix. Stratégie payante pour l'instant, comme à la même époque il y a 5 ans. Cette fois, il espère bien que l'élan dont il bénéficie ne s'essoufflera pas au plus mauvais moment. Et cette semaine, tous les soirs, à partir d'aujourd'hui, nous vous proposons une plongée dans différents milieux sociaux représentatifs de notre société. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la situation des jeunes de banlieue, un électorat souvent négligé par les politiques en raison notamment des clichés véhiculés par le cinéma ou les médias. Le sociologue Michel Viviorca nous livre son analyse sur cette jeunesse souvent incomprise. Je pense qu'il faut parler de la jeunesse de ces quartiers populaires, appelons-les comme ça. Je pense qu'il faut en parler parce que depuis 40 ans, ils sont au cœur de notre actualité. On ne parle que de l'islamisme radical des uns, de la délinquance des autres, des violences policières subies par les troisièmes. Enfin, voilà l'image qu'on se fabrique de façon extrêmement centrale pour notre vie collective. Alors que, elle n'est pas si centrale que ça, il ne faut pas non plus exagérer, la France n'est pas faite que de ses banlieues, et deux, ce qui s'y passe n'est pas réductible à ces images négatives. Il y a dans les banlieues du potentiel pour devenir entrepreneur. Des milliers de jeunes de la banlieue parisienne sont devenus Uber. Ils sont sortis de la banlieue. Dans les banlieues, vous avez, oui, bien sûr, des jeunes qui ne font rien, qui tiennent les murs, comme on dit, mais vous en avez aussi qui créent des emplois. Vous en avez qui sont investis dans le travail social. Vous avez beaucoup de jeunes qui font des études, y compris supérieures. S'il y a bien une partie de la jeunesse
qui a envie de rêver grâce aux politiques, c'est cette jeunesse-là. Mais s'il y a bien une partie de la jeunesse qui a été constamment déçue par les politiques, c'est cette même jeunesse. Dans les banlieues, il y a des possibilités d'engouement. Cette capacité existe, mais elle a été tellement déçue de tous les côtés qu'il peut y avoir aussi le contraire. Beaucoup de retrait, de suspicion, de méfiance et donc d'abstention. Et justement, illustration, en Seine-Saint-Denis, nos équipes se sont rendues à Bobigny à la rencontre d'un jeune électeur qui votera pour la première fois à l'élection présidentielle. Erat Feist a suivi cet étudiant dans son quotidien afin de mieux comprendre ses attentes. Regardez. Je m'appelle Saïd Benalla, j'ai 19 ans, je vis dans la ville de Bobigny. Je suis étudiant et je fais quelques heures d'animation le soir. C'est ici, en banlieue parisienne, qu'a grandi Saïd. Il vit encore avec ses parents. Originaires du Maroc, ils sont arrivés en France il y a 36 ans et ont toujours parlé arabe à Saïd et à ses frères et sœurs. Ils parlent bien, les deux. Ils parlent français, parlent l'arabe. Complexe pour les jeunes et paix pour les parents. Ma mère, si elle fait des pâtisseries ou bien elle fait des briques, tout le temps on toque chez la voisine, on lui passe une petite assiette. Saïd nous raconte une vie en bonne entente dans son quartier, loin de l'image des banlieues qui prédomine dans les médias selon lui. C'est un choc. Il faut venir vraiment dans la banlieue, vivre avec les gens, les connaître, même pas besoin de vivre, juste les fréquenter. On peut trouver des familles marocaines, sénégalais, des voisins français, de pure souche, et on s'entend bien. Direction la fac de Saint-Denis, où Saïd est étudiant en administration, économie et sociale. Une université qui s'est beaucoup mobilisée lors des manifestations pour Théo contre les violences policières. J'ai jamais subi un contrôle qui s'est mal passé, mais je connais des gens qui se sont fait maltraiter par des policiers. Saïd a participé à la marche de Bobigny qui s'est finie dans la violence. Il y a eu des gens qui sont venus manifester, il y a eu des gens qui sont venus casser, et on n'est pas venus défendre la même cause. Je trouve ça triste parce qu'on casse les commerces de nos parents, les transports de nos parents, nos routes, et ça va pas faire avancer les choses. Saïd va voter pour la première fois au présidentiel. Il ne sait pas encore pour qui, mais c'est pourquoi. Faire évoluer les choses. Le chômage déjà. On fait plein d'études et on fait plein d'années et en fin de compte, on n'a pas un métier qu'on mérite. Faire bouger les choses, pour Saïd et son ami Assa, cela passe surtout par l'action sur le terrain. Ils ont rejoint l'association Mejles qui organise des sorties culturelles, des cours de soutien pour les enfants et les ados. Je note toutes vos idées. C'est des quartiers dans lesquels on a grandi, tous, et on veut tous voir nos petits frères ou nos voisins s'épanouir. Les jeunes, ils sont stigmatisés quand ils arrivent à l'école, ça se passe pas forcément bien. Nous aussi, on est passé par ces écoles-là, et pourtant ça s'est bien passé. On prend confiance en soi et on croit en nos objectifs. Pour redonner confiance aussi aux plus petits, Saïd et ses amis, qui ont tous eu le bac avec mention, pensent qu'il faudrait plus de jeunes médiateurs comme eux dans les écoles. Et voilà pour cette page spéciale consacrée à la présidentielle en France. Vous pourrez découvrir l'intégralité de notre série de reportages liés à cette campagne sur notre site internet info.arte.tv. Et à moins de 2 semaines maintenant de cette élection, l'immigration est l'un des sujets qui divise clairement les candidats. Si à gauche, l'accueil des migrants est clairement favorable, y compris pour Emmanuel Macron, à droite, la politique d'accueil est beaucoup plus frileuse, voire hostile pour ce qui est du Front National. En finir avec les préjugés sur l'immigration, c'est tout l'objet de l'encyclopédie des migrants qui vient d'être publiée grâce à une association bretonne. Plusieurs centaines de témoignages réunis dans un ouvrage de près de 2000 pages. Les migrants d'hier y racontent leur arrivée en Europe, leur parcours du combattant pour s'intégrer dans leur pays d'adoption. Une aventure collective inestimable. Reportage à Rennes, signé Marion Rousset. Hola flaco, hace tiempo que quería escribirte. Si no lo hice fue simplemente por pereza. Cette lettre, Manuel a mis 30 ans à l'écrire. Il y raconte sa vie de clandestin sous la dictature de Pinochet, sa fuite et son intégration à Rennes avec sa famille. Tout cela, il le confie à son ami d'enfance qui l'a aidé à fuir le Chili. Il a accepté de nous aider, nous en tant que militants clandestins, de nous recevoir chez lui en sachant les dangers que lui et sa famille encouraient si jamais sa maison il était détecté par la police politique. Des souvenirs douloureux que Manuel accepte aujourd'hui d'immortaliser et de rendre publics. Son récit fait partie des 400 témoignages compilés dans un livre aux lettres d'or, l'encyclopédie des migrants.
3 ans de travail et une fabrication artisanale qui rappelle celle de l'encyclopédie des Lumières. Alors, Voilà, ça y est? voilà le travail. Waouh. Bon, bah, c'est super. L'objectif pour l'association rennaise à l'origine du projet, légitimer l'histoire de la migration comme un savoir académique. Pour cela, elle a choisi de donner la parole aux migrants eux-mêmes, alors que l'Europe est confrontée à l'une des plus grandes crises migratoires de son histoire. C'est un des partis pris du projet, c'est de se dire que toutes ces histoires individuelles participent aussi de l'histoire de nos villes et plus largement de nos pays. Et si on est dans les frontières aussi de l'Europe. Des frontières comme la Méditerranée et sa multitude de drames humains. Face à l'inertie des politiques, l'association défend l'apport culturel du phénomène migratoire. En marge des présidentielles, c'est un peu sa propre campagne qu'elle mène pour rappeler l'importance d'accueillir les migrants en France. Le phénomène migratoire, c'est quelque chose qui a dessiné l'histoire de l'humanité. Donc des migrations, il y a eu hier, aujourd'hui, il y en aura demain. Des crises migratoires, il y en a eu plein. Donc ce n'est pas la seule crise migratoire de l'histoire de l'humanité, celle qu'on est en train de vivre. Néanmoins, c'est très important d'y parler aujourd'hui. Et je pense que c'est très frustrant en tant que citoyen de rien pouvoir faire contre tout ce qui se passe. Paloma a quitté l'Espagne il y a 12 ans. Aujourd'hui, elle élève seule son fils à Rennes. Comme elle, la plupart des migrants qui témoignent ne se voient pas retourner dans leur pays d'origine. Leur nouvelle vie est en France, une vie que seuls peuvent raconter. Avant de clore ce journal, un peu de légèreté avec le pianiste israélien Omer Klein. Le célèbre musicien de jazz vient de sortir son 7e album, Sleepwalkers, traduisez les somnambules. Un clin d'œil à nos addictions aux nouvelles technologies. Omer Klein et son trio sont en tournée en ce moment en Allemagne. Romy Sido l'a rencontré à Berlin. Vivre dans la conscience du présent. Avec son nouvel album Sleepwalkers, en français Les Somnambules, le pianiste de jazz Omer Klein veut nous mettre en garde contre l'usage inconsidéré des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, et contre la dérive vers un monde virtuel. Oh oui, je fais moi-même partie du problème que j'évoque. C'est peut-être pour cette raison que ça me tient tellement à cœur. J'ai remarqué que ce phénomène m'éloignait de moi, de ma vie et de mes rencontres avec les autres. Et je ne veux pas ça. Donc, une partie de mon combat contre cela consiste à en parler au plus grand nombre. Ce sont les lignes mélodiques puissantes et les rythmes élégants qui font tout le charme des compositions d'Omer Klein. Un jazz raffiné, à l'émotion intacte, dont le morceau titre Sleepwalkers est un bon exemple. Alors pour être un bon musicien, il faut pouvoir accorder toute son attention à la musique. En clair, on ne peut pas reporter son attention sur autre chose lorsqu'on répète, qu'on écoute ou qu'on apprend la musique. Quand je suis sur mon piano, mon téléphone est en mode avion. En tant que musicien, si on veut offrir quelque chose de valable au public, il faut s'y consacrer entièrement. Je dois être aussi investi que Bach à l'époque, ou que n'importe qui d'autre travaillant sans cette technologie. Si retenue et respect de l'autre sont toujours au rendez-vous, Omer Klein et son groupe ne cachent pas leur plaisir de jouer ensemble. De quoi oublier, le temps d'un concert du moins, l'existence du smartphone. Et c'est la fin de ce journal. Je vous laisse en compagnie d'Elisabeth Quint pour 28 minutes. À suivre votre série Tout est vrai ou presque. Ce soir, cinéma sur Arte, soirée spéciale Jacques Becker. Dès 20h50, ne manquez pas son dernier film, Le Trou, avec Michel Constantin, histoire d'une évasion à la prison de la Santé. Et puis à 23h, ne manquez pas Falbala avec Micheline Prel et Raymond Rouleau. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain, même heure. Bis morgen. Tchuss.